On est où là? Dans mon salon. J'ai même fait la présentation des perspectives économiques en mars de mon salon parce que j'étais en quarantaine quand je revenais de Milan. Bonjour Laurence Boone. Bonjour Myriam. Vous êtes la chef économiste de l'OCDE, hein, c'est cet organisme qui conseille les dirigeants des pays développés pendant cette crise sans précédent. On va en parler bien sûr. C'est aussi cet organisme qui a mis en œuvre le plan Marshall après-guerre. Avant de parler de cette crise, expliquez-nous votre rôle précisément. Comment vous travaillez concrètement aujourd'hui? Alors, l'OCDE, vous avez raison, a mis en place le plan Marshall et puis a évolué en fait pour faire du conseil en politique économique auprès de ces pays membres qui sont près de 40 aujourd'hui. Notre rôle, c'est de rassembler des données de façon harmonisée, de faire des analyses sur ce qu'elle veut dire, sur la situation économique, sociale, mais aussi la santé, l'agriculture, le commerce. L'OCDE, c'est très très divers, c'est un peu comme un gouvernement. Et ensuite, d'extraire en fait les meilleures pratiques, les meilleures politiques économiques qui sont mises en place dans chacun des pays pour en faire partager l'ensemble des gouvernements. Alors on va parler de cette crise, hein. Le coût porté à l'économie par ce virus, il est absolument colossal. 8% de récession rien que pour la France et les experts disent que ça sera sans doute beaucoup plus. Est-ce qu'on peut maintenant mesurer l'ampleur de cette crise? Est-ce qu'on peut dire jusqu'où l'économie va s'effondrer? Ce qu'on peut mesurer aujourd'hui et à peu près en temps réel, bien qu'imparfaitement, c'est le choc sur l'activité économique qu'impose le confinement. Et donc sur la production et sur la consommation, il est très important. Et donc on a deux moyens de faire ça. Le premier, c'est de regarder secteur par secteur de production ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand on regarde ça, on voit que c'est un choc quand même très très important puisqu'il met à l'arrêt en fait à peu près un quart de l'activité économique de notre pays. On peut aussi regarder ça du côté de la consommation. Vous-même, moi, aujourd'hui, on ne peut pas acheter tout ce qu'on achète normalement, c'est très restreint. Et quand on regarde de ce côté-là, c'est plus de 35% de notre consommation qui est en fait affectée par ça. Et après, pour avoir l'ampleur de ce que ça veut dire sur une année de croissance, par exemple, ou en termes de récession, en fait, on est obligé de faire des hypothèses sur le temps qu'on va passer en confinement ou certains secteurs vont rester en confinement. Concrètement, ça veut dire que des milliers, même des centaines de milliers de personnes vont se retrouver au chômage, c'est ça? Alors, il y a quelque chose qui est très frappant dans cette crise et qui est encourageant, c'est que la plupart des pays ont mis en place tout un système de soutien à la fois aux personnes et aux entreprises pour faire que ce choc qu'on espère temporaire, en fait, on puisse le traverser sans trop de perte de revenus pour les ménages et puis en essayant de s'arranger pour que les entreprises n'aient pas de problème de trésorerie, de cash flow pendant cette période de confinement. Donc si on reste dans un choc limité avec 2 mois et qu'après on peut progressivement reprendre une activité normale, je ne dis pas qu'on va revenir au même niveau d'emploi exactement, je ne dis pas que certaines entreprises ne vont pas avoir des difficultés et peut-être même faillite, mais au moins on aura amorti le choc beaucoup. Évidemment, si ça dure plus longtemps et dans certains secteurs comme le tourisme, l'aviation, la restauration, ça va être un peu plus compliqué. Donc pour bien comprendre, les mesures de soutien à la fois aux entreprises et aux salariés des différents gouvernements, et la France en particulier, peuvent permettre d'augmenter les chances à toutes ces personnes de garder leur emploi et à toutes ces entreprises, au fond, de reconnecter avec une activité à peu près normale après la crise? Absolument. Si on prend le secteur de la construction, par exemple, il n'y a pas de raison qu'après la crise, les commandes de construction qui sont en général très longues s'arrêtent. Et comme les employés auront été au chômage partiel, donc ça veut dire toujours dans l'entreprise, et que celles-ci ont pu bénéficier de reports de taxes, de charges, de lignes de crédit bancaire, de garanties d'État, en théorie, elles sont capables de redémarrer dès le 12 mai. Maintenant, en pratique, quand même, on ne va pas redémarrer exactement de la même façon. Comme vous savez, on va devoir mettre en place, et dans les entreprises, parfois ça va être compliqué, des règles de distanciation sociale, d'hygiène. Donc ça veut dire des équipes peut-être moins grandes. Ça veut dire un problème pour la cantine de l'entreprise. Ça veut dire des questions sur les transports en commun. Donc il y a quand même des chances qu'on ne reparte pas en V, comme on dit souvent, mais plutôt en U, très progressivement. Et puis il y a certains secteurs qui vont rester confinés et ça, pour le coup, ça peut
poser de vraies questions sur la viabilité de ces secteurs. Alors parlez-nous de cette reprise. Vous nous dites un U. Ça veut dire que, en gros, après le déconfinement, l'économie va pas repartir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les comportements des consommateurs pour commencer? On ne va pas se remettre à consommer à gogo après, non? Alors, je pense que vous avez raison. En fait, il y a deux effets qu'on peut observer pour la consommation. Le premier, c'est tout ne va pas réouvrir dans les mêmes conditions qu'avant. Vous avez, par exemple, tous les petits magasins de votre quartier, toutes les règles de distanciation sociale, ça va soulever des sujets. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, les grands centres commerciaux, par exemple, je ne sais plus s'il y a certains pays où les grands centres commerciaux de plus de 800 mètres carrés ne sont pas autorisés à la réouverture. Donc, vous avez un frein. Et puis, tant qu'on n'aura pas trouvé de traitement ou de vaccin, vous et moi, on aura peut-être moins envie de prendre un métro bondé pour traverser Paris et aller trouver la petite bougie que vous vouliez vous acheter. Certains disent que la consommation ne pourra reprendre qu'à Noël et qu'il faut qu'un choc comme Noël pour que les gens, au fond, aient envie de consommer à nouveau et que d'ici là, le traumatisme de la crise et du virus va affecter nos comportements. Alors, à mon sens, il y a deux choses. Effectivement, l'anxiété qu'on peut avoir vis-à-vis d'une maladie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas très bien, va inciter les personnes à peut-être rester plus chez elles. Clairement, prendre un avion pour partir en vacances, ça va être un peu plus compliqué, surtout dans des pays où on ne sait pas nécessairement si le virus a été maîtrisé ou pas. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et si on pense qu'on ne va pas revenir à une situation à peu près normale avec un traitement avant 2021, mais oui, il y a des chances que la consommation ne soit pas la même. Et les prix alors ? Qu'est-ce qui va se passer sur les prix quand il n'y a plus d'offres et qu'il n'y a plus de demande? Les prix, comment ils repartent? Ils s'effondrent ou ils augmentent? Alors les prix, c'est peut-être une des questions les plus difficiles à appréhender. Et je pense qu'on peut la regarder de deux façons. La première, c'est si vous regardez au global. En fait, avec toutes les mesures de l'État, on a à peu près tenu les capacités de production. Il n'y a pas trop de pertes, on va supposer, ni en entreprise, ni en emploi. Et en revanche, on a une consommation qui est moins élevée qu'avant. Mais si on a moins de consommation et autant de production, il va y avoir un effet à la baisse sur les prix. Mais dans certains secteurs, par exemple l'agriculture, si on voit qu'il y a des tensions parce qu'il faut des travailleurs saisonniers pour venir récolter les fruits ou les légumes, que ces travailleurs saisonniers, c'est difficile de les faire venir tant qu'on a des restrictions sur le voyage, et bien là, les prix peuvent effectivement augmenter. Quels sont les grands secteurs les plus pénalisés? Quels sont les secteurs gagnants? Alors, les grands secteurs les plus pénalisés, c'est tous ceux qui vont être affectés par des mesures de confinement persistantes et bien sûr le voyage. Il y a peu de chances que vous preniez un avion pour les États-Unis dans les 2 mois qui viennent. Et du coup, le tourisme et bien sûr tout ce qui nécessite aussi des rassemblements de beaucoup de personnes. On a parlé des festivals culturels, donc tout ce qui est loisirs, récréation, culture sont des secteurs qui vont être effectivement confinés. Et à l'autre bout du spectre, on va voir toutes les activités où le numérique va aider à un décollage ou une expansion. Elles vont bénéficier, entre guillemets, de cette crise. D'ailleurs, ce qui peut être vraiment intéressant pour essayer à redémarrer plus vite, c'est d'équiper en logiciels de livraison simple toutes les petites entreprises, tous les petits commerces qui en fait n'avaient pas pensé ou n'ont pas les capacités de le faire, et aussi toutes les zones rurales pour s'assurer justement que ce numérique puisse aider le maximum d'entreprises et de personnes. On va numériser le monde après la crise. Alors l'Europe va intervenir aussi pour relancer l'économie une fois que l'économie va repartir, une fois qu'on va ressortir de ce confinement. On se souvient des grands travaux de Roosevelt, juste après la crise de 1929. Dans quoi il faudrait investir massivement pour relancer et surtout dessiner l'économie d'après? Alors ça, c'est toujours la question la plus difficile, mais je pense qu'il y a quand même 3 secteurs qui sont très intéressants, à la fois pour accompagner, voire accélérer la reprise, et pour dessiner, comme vous dites, les contours du monde de demain. Le premier, c'est le numérique. Le numérique peut être le lien entre tout et un accélérateur de beaucoup de choses. Donc on peut penser à équiper en numérique tous les territoires ruraux, pour
pour s'assurer que les personnes ont accès à l'éducation, à la santé aussi avec les téléconsultations, pour permettre aux entreprises d'être plus intelligentes, pour avoir des outils de prévention de santé aussi plus malins avec l'intelligence artificielle et surtout, pour faire des grilles de distribution d'énergie qui optimisent entre la production et la consommation. Et ça, c'est clé pour le déploiement des énergies renouvelables. Et ça, c'est mon deuxième point, je pense, le deuxième champ très intéressant, c'est s'assurer qu'avec cette crise, quand on va investir dans des infrastructures, ça va être des infrastructures vertes et respectueuses de l'environnement. Pourquoi? Parce que ces investissements sont lourds, ils mettent des années à se mettre en place, on les fait tous les 5, 10 ou 15 ans, donc il faut vraiment qu'on ne se trompe pas. Et puis le dernier point, c'est la santé. Vous pouvez nous dessiner comme ça concrètement, en quelques mots, cette économie et ce monde de demain, d'ici 2, 5, 10 ans? On produira plus près, on mangera mieux et on bougera moins, on se déplacera moins, c'est ça l'idée? Je ne suis pas sûre. Il y a quelque chose qui est important dans ce que vous dites et je pense que plus on va rester dans une période où le confinement va être important, la pandémie va être toujours quelque part dans le décor. Donc en fait, tant qu'on attend, plus la période pour avoir un traitement, un vaccin est longue, plus ça va modifier nos comportements, c'est sûr, parce que c'est votre corps, le mien, on a une mémoire et ça nous impacte forcément. En revanche, si on arrive à trouver un traitement, je pense qu'on va repartir assez vite. Et l'endettement? Sur qui va peser cet endettement colossal des États? On est à 115% du PIB en France, sur les générations futures. Il y a 3 moyens en fait de gérer cet endettement. Le premier, c'est augmenter les impôts, baisser les dépenses. Très franchement, augmenter les impôts, je pense qu'on est très élevé. Il y a une chose sur les impôts qui me paraît importante, c'est de s'assurer ils contribuent à une certaine égalité, une certaine justice et le sentiment que tout le monde participe à l'effort de reconstruction. Ensuite, il y a l'inflation. On en parlait tout à l'heure, à court terme, on n'en voit pas beaucoup, mais à moyen terme, si on doit baisser les capacités de production, elle va revenir. Et ça, en fait, c'est une espèce de taxe qui favorise les emprunteurs aux dépens des prêteurs, mais qui est plutôt moins douloureuse. On l'a fait beaucoup dans les années 70. Puis la dernière chose, et je pense qu'il faut être assez transparent et clair là-dessus, c'est une partie de cette dette va rester sur le bilan des banques centrales et c'est aussi comme ça qu'elle sera supportable. Qu'avez-vous appris de la gestion de cette crise qui va nous servir, qui devra nous servir pour après? Alors la chose la plus importante, il y a 2 choses pour moi qui sont extrêmement importantes. La première, c'est la façon dont on regarde les risques. C'est très important de les intégrer beaucoup plus dans notre quotidien parce qu'on en aura d'autres, il y aura d'autres accidents, il y aura des accidents climatiques, il y aura d'autres accidents de santé. Donc pas regarder juste le climat ou juste la santé ou juste la finance. Mais avoir, et je pense qu'on en manque, une organisation qui fait le lien entre tous et est capable de faire des scénarios de risque et d'alerter de façon suffisamment forte en impliquant la société, en étant redevable devant le Parlement, c'est super important. Et puis la deuxième chose qu'on a appris, je crois, c'est que rien ne remplace le contact humain. On peut avoir plein de numérique, mais franchement, l'aspect social et d'ailleurs les négociations, ça se fait toujours dans les pauses café, des grandes réunions. C'est hyper important. Merci infiniment, merci Laurence Boone d'avoir accepté cet entretien à distance et à bientôt, j'espère, en face à face, en chair et en os. Merci beaucoup Myriam et bonne journée.